Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation dans le cadre du réseau Molière. Les présentations, Madame le professeur Valérie Siragnan, professeur de droit et économie de la santé à l'université Claude Bernard Lyon 1. C'est ça, tout à fait. Monsieur Thomas Morgenroth, maître de conférence à la faculté de pharmacie de Lille, vice-doyen de l'UFR 3S Santé et Sport. Merci Olivier. C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, nous la sauver. Donc nous sommes là pour échanger sur le premier ouvrage de la collection Lex Pharmacia aux éditions Marais-Martin, qui sont les actes d'un colloque intervenu en mars 2019 au sein de la faculté de pharmacie de Lille sur le thème « La dimension économique de l'officine dans le droit pharmaceutique ». Donc pour les professionnels du droit, ce colloque rassemblait, comme on dit, un parterre de stars. Il y avait tous les secteurs de la profession étaient représentés, des universitaires, des praticiens et des représentants de l'ordre. Donc ce colloque était organisé par Thomas et Olivier Debarge. Qu'est-ce qui avait motivé à l'époque l'organisation de ce colloque dans un lieu fort connu en pharmacie, la faculté de pharmacie de Lille, sur cette thématique économie et officine? Alors, je pense que c'est la conjonction de différents facteurs. Déjà, des personnes qui sont à l'organisation, qui ont une appétence finalement sur à la fois le droit et l'économie, et de créer du lien entre ces deux matières qui parfois s'ignorent, et en plus qui trouvent un réceptacle naturel dans la pharmacie d'officine, puisque on a toujours envie de dire que le pharmacien est souvent tiraillé entre deux aspects de sa profession, à la fois professionnel de santé libéral, mais également chef d'entreprise. Et des fois, effectivement, il faut constater qu'il y a des zones, des situations où il y a peut-être des confrontations entre les deux logiques, ou au contraire, des fois, il y a effectivement des points de convergence. Et l'idée, c'était effectivement d'examiner tout le spectre de l'activité officinale, dans toutes ses dimensions à la fois professionnelles de santé, mais également entrepreneuriales, et de voir quels étaient les liens entre cette vision professionnelle de santé et donc l'approche protection de la santé publique par le Code de la santé publique, avec aussi une dimension finalement économique qui est sous-jacente et qui est nécessaire pour l'effectivité de l'application des normes de protection publique. Donc le choix des thématiques reflète une approche transversale de la matière, puisque parmi les interventions, les thématiques droit des sociétés, comptabilité, finance, déontologie et exercice professionnel étaient soulevés et ont donné lieu à de riches débats entre les participants et la salle, des débats parfois houleux, mais bien sûr dans le respect des uns et des autres. Et tous ces aspects ont été traités lors du colloque et retraduits dans l'ouvrage dont nous parlions. Oui, alors effectivement, donc 4 ans se sont écoulés entre le colloque et l'ouvrage, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, 4 ans après. Mais on a voulu effectivement avoir 2 axes. Le premier, c'est de donner d'abord la vision professionnelle de santé et toutes ces dimensions. Et dans son activité de professionnel de santé, le pharmacien d'officine va se heurter à des problématiques juridiques, mais qui ont une dimension économique. Je pense aux nouvelles missions, où il y a aussi cette dimension valorisation des nouvelles missions. Il y a également l'évolution des services de l'officine, notamment la vente à distance, avec ces problématiques économiques, mais d'encadrement aussi déontologique. Il y a aussi finalement l'aspect managérial, puisque le pharmacien d'officine est chef d'entreprise et donc du coup, il a fort à faire à ménager le droit de la santé publique, le code de déontologie et le droit du travail. Donc toutes ces dimensions-là, et la publicité aussi. N'oublions pas la publicité, les règles de publicité qui du coup contraignent très fortement les pharmacies d'officine. Et donc il y a effectivement cette dimension, on va dire, de droit économique dans l'exercice officinal. Et c'était vraiment la première dimension, la première partie de ce colloque, et donc la première partie de cet ouvrage, d'examiner ces tiraillements et ces ajustements qui doivent être faits entre différentes branches du droit qui parfois s'ignorent, mais qui trouvent finalement une convergence dans l'exercice officinal. Et donc la deuxième partie est plutôt l'autre version, c'est-à-dire qu'on se met dans la posture de l'entrepreneur en pharmacie. Et donc l'idée, c'est d'avoir une entrée évidemment financière,
puisque on est, et là, tu en es l'excellent exemple, puisque tu es intervenu sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a une complexification au niveau juridique des modes d'installation en pharmacie d'officine, là où il y a 20 ans, je trouvais effectivement intéressant comment dirais-je, de donner quelques éléments aux étudiants pour pouvoir s'installer plus tard. Là, ça devient indispensable, tellement complexe qu'il va falloir effectivement leur donner toutes les clés pour pouvoir bien réussir leur installation et leur exercice professionnel. Et cette complexification des juridiques peut parfois aboutir à des tiraillements, justement, ou une logique qui peut être parfois en opposition avec l'ADN de l'exercice professionnel officinal, et notamment la notion d'indépendance que tu connais très bien, pour laquelle tu travailles beaucoup. Donc effectivement, cette notion-là est intéressante. Et par ailleurs, et enfin, je pense qu'il faut aussi souligner le fait que dans l'activité entrepreneuriale, il y a aussi l'aspect territorial, donc avec la problématique de maillage. Et donc là aussi, on ne peut pas se positionner où on veut. Il y a aussi des règles très complexes et un certain flou juridique sur les possibilités de s'implanter dans tel ou tel endroit. C'est assez compliqué pour l'entrepreneur pharmacien. Mais également les réseaux qui se montent, notamment les groupements et peut-être les accords de partenariat qui aussi peuvent parfois entrer en conflit avec finalement l'exercice officinal traditionnel. Et là, on a eu la chance d'avoir aussi une approche comparative en ayant des témoignages de Belgique et du Québec. Et d'ailleurs, je remercie bien sincèrement le professeur Tiragnan de m'avoir mis en contact avec nos homologues québécois qui ont fait des belles interventions ce jour-là. Avec plaisir. Voilà, j'ai un peu dressé le panorama. Donc l'ouvrage a effectivement repris finalement le substrat des différentes interventions en balayant ces deux parties, mais en ajoutant aussi quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on a enrichi aussi les contributions par rapport aux actes au colloque lui-même. Et on s'est permis aussi d'ajouter un dernier petit article d'actualité où la dimension économique s'est rappelée à nous, a pris toute sa place dans la pandémie qu'ont connu les officines de pharmacie. L'impact économique est quand même très conséquent, que ce soit au départ un impact négatif, mais qui s'est retrouvé positif parce qu'ils ont réussi à prendre en main toutes les nouvelles missions qu'on leur a confiées dans le cadre de ces pandémies. Et ça pose quand même des questions aussi sur l'égalité de traitement entre les professionnels de santé, sur la rémunération, la valorisation économique de leurs actes. Et c'est des sujets très intéressants et on voit bien que finalement l'économie et le droit sont intimement liés, en tout cas dans l'exercice de la profession de pharmacien d'officine. Donc l'ouvrage, pour avoir participé au colloque, est très fidèle à ce qui s'est dit, aux positions qui ont été prises, aux échanges qui ont eu lieu. Et à la fin de l'ouvrage, vous avez pris soin d'intégrer une forme d'actualisation, de conclusion à aujourd'hui, si je puis dire, en 2023, par rapport à ces 4 années écoulées avec un Covid au milieu. À mon niveau, cela fait 23 ans que je travaille aux côtés de pharmaciens d'officine. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu, je n'ai jamais vu en 23 ans un chamboule-tout comme on l'a connu en pharmacie, avec ces 2 points, les nouvelles missions, qui il y a encore 5-6 ans relevaient peut-être du fantasme juridique ou pharmaceutique, et elles sont réelles. Et on le voit d'ailleurs depuis le 1er janvier avec encore de nouvelles missions confiées aux pharmaciens. On pense que c'est que le début. Et puis l'impact managérial, sans forcément parler de droit du travail, mais l'impact managérial, le pharmacien, tu l'as dit, est pharmacien professionnel de santé, entrepreneur, mais il est aussi manager. Le pharmacien doit manager une équipe et peut-être gérer une gestion collective de l'officine qui ne serait plus dans un système comme on a pu le connaître par le passé, en quelque sorte pyramidal, avec le titulaire, les adjoints, les préparateurs. Peut-être que ces schémas sont dépassés pour envisager un mode de gestion plus horizontal. C'est vrai que je partage ton constat que le secteur de pharmacie d'officine est un secteur en forte mutation et qui s'est accéléré peut-être à cause de la pandémie, ou grâce, je dirais peut-être d'ailleurs, parce que ces éléments-là, on les avait un petit peu esquissés sur cette problématique-là et ça s'est renforcé avec la pandémie. Et donc du coup, ce qui peut-être nous paraissait
envisageable dans 10 ans, bah, on a gagné 5 ans. Ou peut-être les pharmaciens sont confrontés plus rapidement à ces problématiques qui seraient arrivées plus tardivement. Alors concernant les nouvelles missions, c'est vrai que l'influence québécoise, même suisse, finalement, nous a bien aidés là-dessus, parce qu'ils ont quand même montré l'exemple, Valérie. Alors c'est pour ça, il était temps en fait sur l'évolution. Et quand je vous écoute parler, c'est très intéressant, mais il y a un mot, à mon sens, qu'on n'entend pas assez, c'est santé publique. C'est-à-dire que la force du pharmacien, c'est que, alors que le pays était à l'arrêt, finalement, c'est une profession qui était visible. Et les officines de pharmacie, avec leur croix verte, étaient comme des phares dans la ville et qui permettaient de guider les patients. Et ça a été une force. Et en fait, la force, c'est que les patients ont découvert leurs pharmaciens qu'ils ne connaissaient pas. Et derrière, ceux qui ont su évoluer, ils ont développé leur activité en ayant une meilleure visibilité. Et développer, quand on parle de nouvelles missions, ça peut sembler flou, mais une nouvelle mission, c'est-à-dire que le pharmacien reste le spécialiste du médicament et des autres produits de santé, puisque les tests, c'est autres produits de santé. Et par contre, c'est le spécialiste, mais il ne se contenter entre guillemets, de vendre ou de les dispenser. Il y a tout le côté service. Et finalement, on est à l'ère où le pharmacien va passer du statut de commerçant, de vendeur de médicaments, à finalement un lieu de service et un spécialiste des médicaments et des autres produits de santé avec les dispositifs médicaux et les tests. Et donc, il y a un changement de paradigme de vision. Et au niveau du financement aussi, le curseur évolue, c'est-à-dire qu'au colloque, on était plus problématique du financement à l'achat, mais à l'heure actuelle, c'est problématique du financement pour la restructuration et le développement de la profession. Et ça, c'est important aussi pour faire le lien entre, finalement, le droit et l'économie. C'est j'ai envie de me développer en santé publique, j'ai envie de participer à l'évolution du métier. Comment je fais pour avoir les outils juridiques, c'est-à-dire choisir la société, le type de société qui correspond mieux à ma vision, et outils économiques et financiers pour trouver les financements. Je rebondis tout à fait sur ce que tu viens de dire, et on voit bien effectivement l'imbrication entre droit et économie, parce que cette nouvelle mission, force est de constater qu'il n'y a qu'une partie d'entre elles qui sont vraiment mobilisées par les pharmaciens. Et parmi les différents facteurs qu'on peut envisager qui permettent d'expliquer peut-être le frein sur certaines d'entre elles, il y a bien entendu l'aspect en termes de ressources humaines et temporelles, et c'est intimement lié. Et effectivement, tu le disais très justement qu'il y a une problématique de disponibilité de force de travail sur le marché officinal. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi tout un aspect organisationnel. L'organisation de l'officine qu'on a connue avant la pandémie n'est plus actuelle. Et c'est très compliqué de changer totalement un modèle organisationnel. On l'a connu il y a quelques années avec l'arrivée de l'informatique au comptoir. Maintenant, on est effectivement dans un modèle serviciel. Donc ça implique d'avoir une approche totalement différente, tant en termes de répartition des compétences, tel en termes finalement d'accueil et de prise en charge. Finalement, est-ce que le modèle spatial est encore conforme à l'approche d'une pharmacie tournée vers le service? Et par ailleurs, si on sollicite les pharmaciens sur l'émission, il faut aussi avoir cette dimension économique, cette dimension de rentabilité. On ne peut pas leur demander d'abandonner une dérentabilité due à certaines activités sans les compenser entièrement. Et là, il y a toute une réflexion à avoir aussi sur la juste rémunération de l'activité pharmaceutique avec l'impact, parce que tu parlais de santé publique, et ça je rebondis là-dessus, il y a aussi un impact positif dans un contexte économique, niveau macroéconomique tendu et de volonté de vouloir faire des économies. L'observance thérapeutique est entre les mains du pharmacien, et effectivement c'est là où on pourra avoir des leviers très intéressants en termes de gains, si on veut parler d'économie, en termes de gains en termes d'économie de la santé. Et il faut investir là-dessus, je pense. Et là, il y a une problématique de temporalité. D'ailleurs, petit clin d'œil à mon collègue et ami professeur Debarge qui adore cette dimension de la temporalité de la norme par rapport à l'actualité et par rapport à l'évolution sociétale ou professionnelle. Il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'on est un peu
voilà, nous, on pousse dans nos réflexions à aller plus loin, mais effectivement, le temps que le législateur se saisisse de cette question-là, que le secteur de l'officine se saisisse de ces questions-là, il y a du temps qui s'écoule et malheureusement, effectivement, il y a aussi des sentiments de frustration qui peuvent monter au sein des professionnels qui heurtent à ces problématiques. Alors sur le plan managérial, il est maintenant indispensable pour les pharmaciens d'officine de se former à ça. Nous avons des excellents diplômes universitaires qui le permettent, la porte est ouverte. Les étudiants en pharmacie ont ça dans leur cursus qu'ils n'avaient peut-être pas il y a quelques années. Maintenant, les études de pharmacie s'adaptent continuellement. C'est vrai que ça peut paraître éloigné pour les professionnels qui sont sur le terrain, mais les cours qu'ils ont connus il y a 20 ans sont tellement différents. Les étudiants sont formés aux nouvelles missions, sur l'exercice pluriprofessionnel, sur également tous les aspects économiques et gestion de l'officine. Donc voilà, ils sont armés pour pouvoir... mais il faut aussi finalement accompagner ceux qui sont déjà présents. Et ça, là-dessus, c'est aussi une main tendue que je leur tends finalement. N'hésitez pas à venir nous contacter. Et les universités sont là pour aussi répondre en termes de formation continue aux besoins des professionnels du territoire. C'est ça la force des universités à l'heure actuelle, c'est que, en fait, l'image de l'universitaire dans sa tour d'ivoire est dépassée. Et en tant qu'universitaire, on garde à cœur d'être en contact avec le terrain, à l'écoute des besoins des professionnels, mais on apporte notre petite touche avant-gardiste ou peut-être la casquette chercheur. On essaye d'apporter un plus. Donc d'un côté, on enseigne aux étudiants la théorie, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais derrière, on s'efforce toujours d'organiser des contacts avec des conférences avec les professionnels, avec les représentants de l'ordre, ou même des colloques, pour mélanger les pharmaciens de tout niveau, de tout horizon, mais aussi d'autres professionnels de santé, les médecins, parce que, comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est l'exercice pluriprofessionnel, parce qu'il y a un patient et le patient doit rester au centre, mais autour, il y a tous les professionnels de santé et il faut aménager des parcours, donc les parcours de soins, de santé, de vie, mais il faut éviter les ruptures de parcours. Et ça, le pharmacien, donc positionné au cœur de la ville, c'est la porte d'entrée finalement, c'est acteur de soins de premier recours dans toute sa splendeur. Et là, vous faites le lien avec les étudiants. Et j'aurais une question à ce sujet. Ce qui est frappant, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les étudiants, notamment au cours de ce colloque de 2019, les questions qui nous étaient posées, pas basiques, c'est pas ce que je veux dire, mais on est en 2023, il y a eu la pandémie. Les questions qui reviennent, c'est comment je peux m'installer, comment on finance mon installation, toujours les mêmes questions. Et ce qui est frappant, c'est que 4 ans après, en côtoyant les jeunes étudiants, 4e, 5e ou 6e année, leurs questions, elles sont ailleurs. Leurs questions tournent autour des nouvelles missions. Ça revient tout le temps, alors qu'à l'époque, non. La digitalisation revient également. Et le pharmacien chef d'entreprise. On retrouve ces thématiques auprès des jeunes. Est-ce qu'au sein des universités, vous avez le même sentiment en tant qu'enseignant? Alors déjà, j'aimerais bien préciser un point. On parle de nouvelles missions. Ces nouvelles missions, c'est une loi de 2009. Donc elles ne sont pas nouvelles, c'est ce que tu veux dire? En fait, c'est pour ça que je dis il était temps en fait. Alors c'est vrai que le Covid a mis en lumière, l'épidémie de Covid a mis en lumière finalement la compétence pharmaceutique. Et quand la profession est pharmaceutique officine, mais aussi les biologistes, il ne faut pas oublier, parce que c'est aussi des pharmaciens, donc les laboratoires d'analyse de biologie médicale, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi important. Et donc, ce qu'on appelle nouvelle mission, c'est une loi du 21 juillet 2009. Et donc, on avait les textes qui nous permettaient de le faire, mais on n'arrivait pas à finalement à voir de quel bout fallait la prendre, cette loi, pour que ces nouvelles missions deviennent effectives. Alors, ce qu'on appelle nouvelle mission, c'est pas si nouveau que ça, mais c'est ce que je disais, c'est les services pharmaceutiques qui sont, qui accompagnent le patient. On est au-delà du patient qui vient à la pharmacie, qui prend son ordonnance et qui ressort. On est vraiment dans l'accompagnement. Alors, c'est vrai que
ce qui a été mis en place récemment, c'est la vaccination. Donc vaccination Covid ou grippe. Alors c'est accompagnement parce que un patient qui est asthmatique, qui est diabétique, ça fait partie des impératifs. Après, il y a eu les tests, pareil, mais on est au-delà dans ce qu'on appelle les nouvelles missions, entre guillemets. Il y a les entretiens pharmaceutiques. Alors, ça, finalement, c'est le retour qu'on a auprès de nos étudiants, c'est que finalement, les vaccinations, et maintenant on va, j'espère, bientôt prescrire aussi les vaccins, c'est en cours de discussion. Les étudiants aimeraient aller au-delà et peut-être mettre plus en place les entretiens pharmaceutiques. Ça, c'est plus dur, parce que ça demande une organisation encore différente de la vaccination. Vaccination, ok, tout le monde s'y est mis, beaucoup de pharmaciens s'y sont mis. Au niveau de l'organisation, ça a été relativement, j'ose pas dire facile, mais voilà, c'est fait. Mais maintenant, l'autre étape, et les étudiants qui sont formés aimeraient plus pouvoir mettre en pratique finalement ces entretiens pharmaceutiques, c'est plus compliqué. Les entretiens pharmaceutiques en oncologie, c'est-à-dire les patients qui ont des cancers et qui finalement sont traités de plus en plus souvent à domicile, éviter d'aller à l'hôpital, ça leur permet d'avoir une vie plus classique et intégrée à la société. Ce qui est intéressant aussi, c'est les entretiens femmes enceintes. Et ça fait un écho aux affaires judiciaires, les crises sanitaires, avec les médicaments qui ont été pris par des femmes enceintes et avec des enfants qui sont nés avec des malformations. Ce qui est intéressant, finalement, c'est les crises sanitaires, mise en cause de l'industrie pharmaceutique. Et une des réponses, on va demander aux pharmaciens d'être plus vigilants. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on part d'un problème crise sanitaire, pas seulement Covid, mais aussi accidents au niveau des effets indésirables des médicaments, et on va mieux utiliser la compétence des professionnels de santé pour faire de la prévention. Et ça, je pense que c'est intéressant. Alors, c'est les nouvelles missions récentes, on fait un peu un pléonasme, et je pense que les étudiants sont très demandeurs, et notre atout, c'est que nos étudiants, on va les envoyer en stage, et les étudiants vont former leurs maîtres de stage. Et les maîtres se fait en pratique. C'est ça, ils vont pousser, alors pas former, c'est un peu provoque, mais ils vont pousser les maîtres de stage à aller au-delà. Je rebondis là-dessus, c'est vrai qu'à Lille, les 6e années ont un travail de santé publique à effectuer, et cette année, c'est sur la mise en place d'entretiens, une nouvelle mission d'entretien pharmaceutique. Mais on en parlait, c'est vrai que ça implique une organisation, ça bouscule finalement à la fois organisationnel, c'est-à-dire le temps de travail, la répartition du temps, logistique, finalement, il faut des emplacements. Mais a-t-on la taille suffisante en termes de surface? Il y a des coûts. Est-ce qu'on peut se déplacer, changer de local facilement pour pouvoir au moins accueillir une nouvelle mission? On se heurte à des problématiques de répartition territoriale et parfois aussi à un flou juridique sur finalement est-ce que je peux transférer ou pas? C'est ça, les transferts. Et ça, en ce moment, là aussi, il y a beaucoup de travail. On avait travaillé sur cette question-là dans le colloque et on a beaucoup et le professeur Debarge a écrit dans cet ouvrage un article dédié aux problématiques de transfert de pharmacie. Même si l'ordonnance de 2018 a voulu peut-être entériner certaines choses et vouloir sécuriser, mais force est de constater qu'en pratique, il y a encore une problématique de sécurité juridique. Donc le pharmacien, il doit réorganiser son officine alors qu'il est face à une pénurie de main-d'œuvre sur son marché du travail. Il doit modifier son espace et investir dedans, mais il n'a pas forcément, donc il ne sait pas où s'il transfère, c'est toujours compliqué parce qu'il faut trouver un local, mais il faut trouver le local qui est juste là où il peut aller, ce qui est parfois très compliqué. Et enfin, finalement, le pharmacien, dans tout ça, il a aussi cette problématique de rentabilité. Et quand on voit finalement que les nouvelles missions sont payées moins cher que le taux horaire de rentabilité d'un pharmacien au comptoir, c'est compliqué. Il y a, à un moment donné, il y a la réalité qui se rappelle à eux. Parce que le calcul est très simple. C'est vrai que dans les normes professionnelles, on estime un chiffre d'affaires par collaborateur au comptoir équivalent temps plein. Il suffit de rapporter au taux de marge moyen. On arrive finalement à peu près à 60 € de l'heure. 60 € de l'heure, bon, il y a de nouvelles missions, elles sont en dessous, sans compter les temps. Parce qu'on peut faire un entretien d'1 heure, mais il y a la préparation d'entretien, il y a également le suivi administratif, etc. Donc on est en dessous.
Donc on ne peut pas parier uniquement sur une meilleure organisation, une meilleure efficience de l'organisation pour pouvoir accepter ces nouvelles missions. Et il va falloir à un moment donné peut-être aussi se poser la question de la juste rémunération. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Donc la rémunération ne suit pas l'évolution du métier, en quelque sorte, à ton En tout cas, les objectifs ou les enjeux qui peuvent effectivement revêtir cette nouvelle rémunération, ce nouveau métier. Après, on peut avoir une vision globale, style un forfait. C'est un patient, on accueille le patient. Donc, certes, ramener au tarif horaire les entretiens, évidemment, la rémunération pour l'instant pose souci. Pour la raison pour laquelle maintenant, par exemple, les entretiens femmes enceintes, on dit entretien court pour adapter le taux horaire à la rémunération. Mais c'est vraiment la vision globale et l'accueil du patient dans la pharmacie. Et à cet égard, le vocabulaire n'a pas forcément suivi. On dit pharmacien au comptoir. Mais j'ai l'habitude de dire le comptoir, c'est le café d'en face. Et finalement, quand on va chez le médecin, on ne reste pas debout, on s'assoit, on est dans un endroit où le patient est bien pour parler de ses problématiques. Et dans la nouvelle organisation et finalement un besoin de changement des locaux avec la problématique des dossiers de transfert, il y a aussi ça. C'est que il y a peut-être un endroit, on va dire, comptoir rapide pour les renouvellements, mais il y a des espaces d'échange, j'ose pas dire de consultation pharmaceutique, mais presque. Voilà, et ça, c'est important. Et c'est vrai que la difficulté sur les demandes de transfert, c'est que la loi reste générale, puisque c'est sa mission. Mais après, il faut adapter finalement des exigences générales de santé publique avec des critères précis. Et ces critères peuvent être différents d'une région à l'autre, et puis de l'évolution à l'autre. Et ce qui pose un problème, et avec évidemment des grosses interrogations quand on fait des demandes de transfert. Mais c'est indispensable. Vous avez des pharmacies de centre-ville. Il n'y a pas beaucoup d'espace en centre-ville, c'est étroit. Donc, comment développer ces entretiens pharmaceutiques dans la pharmacie, le lieu qui est consacré aux entretiens, c'est le bureau du titulaire. Enfin, pendant plusieurs années, c'était... Et moi, je rebondis là-dessus, c'est que les critères qui sont aussi proposés par la loi peuvent être interrogés. Parce que quand on reste sur un seuil de population... sans finalement qualification du besoin réel de la population, qui peut être très variable en fonction ne serait-ce que l'élément démographique, notamment la présence d'une population âgée aura forcément une dimension tellement différente d'une population jeune, fait que du coup on a des critères qui sont quand même assez généraux, trop peut-être parfois. Et quand on parle d'optimisation du maillage, et qu'on a des villes qui sont finalement étendues, et qu'on empêche des pharmacies d'aller justement explorer tout le territoire de la commune, au prétexte qu'on est un peu trop loin de certaines habitations, certes, mais on pense au niveau communal, on se heurte finalement à l'esprit même, je pense, du texte, qui était justement l'optimisation. Et ça, c'est pas une responsabilité où, je n'accuse personne évidemment, mais c'est très difficile parce que ces décisions sont prises sur la base de critères qui sont finalement très généraux, peut-être dépassés, c'est pas une question que je pose, mais en tout cas, qui mériterait d'être complété à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte historique. Le maillage pharmaceutique, alors c'est une force, parce qu'on voit d'autres professions, ils essayent de le faire, ils n'y arrivent pas. Donc c'est quand même une force, même si on critique de la profession. Ça date de après la Seconde Guerre mondiale. Donc, et finalement, cette loi, elle est fondamentale. Mais derrière, la difficulté, finalement, c'est que la pratique évolue plus vite que les textes. Alors, même s'il y a eu des réformes depuis la Seconde Guerre mondiale, mais derrière, la difficulté, et là, il y a deux problématiques, c'est que chaque pharmacien et chaque patient, les patients ont des besoins spécifiques, et la loi est générale, elle n'est pas là pour résoudre des cas particuliers. Et derrière, il faudrait qu'il y ait des décrets rapides, parce que tous les décrets de la réforme de 2018 ne sont pas encore sortis. Non. Et du coup, le législateur était conscient et il a reporté sur les ARS la problématique de l'adaptation d'un texte général aux problématiques de région.
Et ce qui du coup peut entraîner aussi des différences de positionnement, de point de vue entre les agences régionales de santé, mais également entre les tribunaux. Oui, mais on est sur les régions, donc on peut avoir des visions... Oui, mais bon voilà, du coup, effectivement, il y a quand même un flou, une incertitude qui est préjudiciable finalement à la prise en main de ces nouvelles missions et des enjeux. La problématique, c'est que chaque fois qu'il faut prendre une décision, on court le risque d'être injuste. Ça, c'est une juriste qui le dit. Tout à fait. Mais après, voilà, l'enjeu, il est quand même intéressant, c'est de pouvoir effectivement... Mais il faut trouver une solution parce que ça devient vital. Un autre élément intéressant, c'est le développement des maisons de santé pluridisciplinaires avec l'exercice de groupe. Tout à fait. Et ce maillage qui est fondamental, ça peut mettre un frein. Parce que vous avez, par exemple, en zone rurale, on va dire 2 villages. Voilà. Un village où il y a une maison de santé avec la pharmacie, et puis à 50 km, un autre village où il n'y a pas de maison de santé. Et finalement, la pharmacie va être isolée. Et là, elle est coincée au niveau du transfert. Comment on peut faire pour mettre en cohérence le développement des maisons de santé avec le développement des pharmacies ? Et la loi ne correspond plus. Et par ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que 7% des pharmacies ont disparu en 10 ans. On est quand même dans une diminution du nombre d'officines qui n'est pas... Enfin, après, on peut discuter des statistiques qui sont proposées. Moi, je reste un petit peu dubitatif. La partie faillite, on peut l'identifier, elle est très très faible. Après, il y a quand même beaucoup de restructuration territoriale. De regroupement. Oui, voilà. Et donc là, c'est la dimension économique, entrepreneuriale. Oui. Et moi, pour avoir fait une petite étude rapide en comparant les disparitions de pharmacies sur les territoires et le solde populationnel, c'est quand même surprenant de voir qu'il y a des disparitions de pharmacies là où il y a des communes qui augmentent en termes de nombre d'habitants. Après, il y en avait peut-être trop à la base. Mais ce qui est intéressant, il faut bien insister auprès des étudiants, j'insiste bien, il faut bien différencier les fermetures contraintes, qui restent relativement rares, des fermetures pour cause de restructuration. Voilà. Par exemple, toujours les exemples schématiques qu'on peut utiliser en cours. Vous avez un village, vous avez 2 pharmacies, une en entrée, une à la sortie du village. Il y a soit on fait une société avec 2 sociétés avec des participations croisées, soit on fait qu'une seule pharmacie. Donc là, c'est une restructuration. Alors, il y a peut-être une licence qui va être rendue à l'ARS, mais c'est pour une réorganisation. Voilà, donc, et puis même dans les fermetures contraintes, il peut y avoir aussi des erreurs de gestion. C'est vrai qu'à une certaine époque, la pharmacie, on appuyait sur un bouton et ça tournait. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, chef d'entreprise, c'est sûr. Voilà, donc si on fait le compte des fermetures, on enlève tout ce qui est restructuration, droit des sociétés, regroupement, transfert, fusion, acquisition, pour utiliser des termes peut-être d'un autre secteur, mais qui peuvent s'appliquer à l'officine. Des pharmaciens qui, proches de la retraite, n'ont pas forcément envie de se remettre en question. C'est vrai. Voilà, donc... Et ça pose aussi une question de coopération, de réseau qui se constitue aussi. Parce qu'on connaît tous ces groupements, réseaux de coopération, de groupements d'achat, etc., et plus ces services qui sont proposés. Mais il y a des réseaux financiers qui se constituent aussi, avec des participations croisées, avec aussi des investisseurs extérieurs qui, par des outils dérivés de la finance, peuvent finalement... dans le respect de la déontologie pharmaceutique. Oui, participer au financement. Même si, moi je reste dubitatif sur la légalité sur certains points, mais en tout cas sur la philosophie qui est quand même pour le moment la propriété du capital de l'officine détenue aux pharmacies, c'est vrai qu'il y a des moyens de pouvoir contourner cette règle-là, avec au cœur du sujet finalement l'intérêt du patient. Puisque quand on a une ville qui est maillée par un même réseau avec des participations croisées, est-ce que c'est bénéfique aux patients ou pas ? C'est la question que je pose, mais sans a priori. On n'a pas fait d'études là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des micro-ententes qui se font finalement sur des zones bien déterminées avec des politiques de prestations communes, d'expertise commune certes, mais également de rétrocession, de pratiques de prix, de pratiques... Rétrocession. Oui, en fait, ils achètent en commun, mais finalement c'est une pharmacie qui achète, qui envoie finalement ses médicaments
à l'ensemble du réseau qui peut être plus ou moins fourni. On peut monter à plusieurs dizaines de pharmacies. Des achats groupés pour en fait pouvoir acheter moins cher et faire bénéficier les patients. Entre eux, quoi. Mais c'est vrai que ces rétrocessions ne sont pas admises dans le code de la déontologie de l'ANMERL. Si, il y a quand même les sociétés de groupement à l'achat qui sont autorisées. Et en fait, c'est reprendre un peu les techniques de la grande distribution, appliquer à un secteur plus petit qui a des fortes contraintes de santé publique, d'accessibilité, d'accès aux soins en traitement. On voit les grossistes aussi, ils ont les problématiques dans une conjoncture post-Covid confrontés aux ruptures et à l'augmentation du prix. Donc si les pharmaciens ont la possibilité de faire des achats groupés pour en faire bénéficier leurs patients, c'est échange de bons procédés. C'est-à-dire que le premier bénéficiaire, parce qu'on a quand même une formation de professionnel de santé, doit rester le patient. Mais le deuxième bénéficiaire, c'est quand même le pharmacien et l'entrepreneur. Et on le voit à notre niveau en pratique, s'agissant, tu prenais l'exemple d'un village ou d'un quartier, avec différentes pharmacies qui ont des ramifications juridiques, des participations croisées à titre d'exemple. Et à notre niveau, on le voit dans les conventions conclues entre associés, dont la base, bien sûr, c'est l'intérêt du patient. Et les pharmaciens, en pareil cas, sont soucieux d'assurer non pas une concurrence néfaste entre eux, mais d'assurer bien au contraire une coopération intelligente, une coopération intelligente qui passe par des horaires adaptés, qui est une sorte de permanence des officines, une permanence pharmaceutique en termes d'ouverture, avec le problème de la pénurie de personnel. Donc cette coopération permet des ouvertures larges. Une coopération intelligente économique sur la remise générique. Ceci permet effectivement d'augmenter les remises avec une politique d'achat groupé. On le voit aussi sur le choix d'implantation des gammes. Bref, toutes ces décisions de chefs d'entreprise, on les retrouve dans les contrats, les conventions entre associés. C'est ça, mais même un exemple tout simple. L'exemple, on prend le village avec 2 pharmacies. Soit ils fusionnent, mais c'est vrai que les professionnels libéraux sont attachés à leur indépendance et ils aiment bien travailler ensemble, mais avoir chacun leur précaré. Ne serait-ce que les accords de fermeture. C'est-à-dire que s'il y en a un qui décide de fermer le samedi, l'autre fermera le lundi, ce qui fait que ça maintient. Après, vous avez dû tous le vivre dans votre vie quotidienne avec les boulangers qui décident tous de fermer le même jour. Ça, c'est plus possible. Ça en pharmacie, voilà, même à la boulangerie, on ne peut pas se permettre parce qu'on a des belles viennoiseries devant nous. Mais la pharmacie, voilà, il faut maintenir en dehors des heures de garde, mais il faut une continuité et il faut une attente. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir échanger sur nos patients. Vous parlez de parcours de soins et de rupture. Voilà, il faut une continuité. Et on voit les problématiques, c'est quand il y a une rupture de continuité. Donc il y a aussi ville-hôpital avec les CPTS, les groupements. Alors, je disais les acronymes, mais c'est vraiment le vivre ensemble dans la société et travailler ensemble les professionnels de santé au service de tous les patients dans leur diversité en tenant compte des particularités de chaque région. Mais moi, ce qui est intéressant dans ces échanges, c'est voir la constante oscillation entre santé publique et problématiques entrepreneuriales. Et ce qui finalement révèle toute l'acuité de cette problématique et de pouvoir confronter, parce qu'il n'y a pas de solution finalement. Il y a à la fois des allers-retours constants, mais toujours peut-être motivés par un intérêt commun qui est quand même la préservation de la santé publique et de notre système, qui est quand même finalement plutôt positif en termes de maillage, en termes de services, etc. Je veux dire, on ne va pas non plus... Pour une fois qu'on peut être fier de... Pourquoi pour une fois ? On compare toujours, les Français sont par nature pessimistes et comparent toujours par rapport à d'autres pays, mais là, on peut être fier de notre réseau de pharmaciens, de la manière dont c'est mis en œuvre, etc. Certaines expérimentations dans d'autres pays européens ont montré que finalement, la libéralisation à outrance n'a pas forcément un intérêt sur la santé publique. On a bien vu des médicaments qui étaient mis finalement en dehors de la pharmacie, qui sont revenus dans la pharmacie. Et des prix qui finalement ont diminué mais ont finalement augmenté. La pharmacie d'officine française suscite quand même la convoitise, il faut quand même le souligner, et ce qui ça fait normal et qui est positif pour moi et qui permet justement aussi de dire aux futurs pharmaciens et aux
peut-être des personnes, des jeunes qui pourraient nous écouter et qui pourraient éventuellement se poser la question d'être pharmacien, qui a un intérêt aussi économique à aller dans la pharmacie. Vous ferez des belles études, un beau métier, mais également vous pourrez vivre correctement de votre profession. Et je pense que ça, c'est très important de le souligner et de le communiquer aux étudiants, aux futurs étudiants. Mais le maître mot, il me semble, c'est l'équilibre. C'est ça. un mot cher aux juristes. Hein, et voilà, on parle. Nous aussi, on parle bien de balance. C'est ça. Ah oui, en plus, ce qui est bien, c'est que le symbole de la balance, finalement, c'est un symbole qui est à la fois juridique, le sein de la justice, Thémis, mais c'est aussi le symbole de la pharmacie, puisque alors, c'est de plus en plus rare, mais on a vu avec les ruptures de stock, les pharmaciens se remettent à faire des préparations dans leur officine. Donc, c'est l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, l'équilibre entre en fait, le développement économique et la santé publique. Donc, c'est ça. Et c'est ça la difficulté, mais c'est aussi l'intérêt de notre profession. Voilà, pour terminer ces réflexions. Donc cet ouvrage est parfaitement fidèle au colloque qui s'est tenu au sein, pour reprendre l'excellente plume du professeur Foissier, dans l'un de ses nouveaux fiefs du droit pharmaceutique. Et à ce sujet, pour un passage en particulier écrit par le professeur Foissier, parlant du pharmacien, naturellement, en quelques années, il s'est métamorphosé. Jadis et naguère homme du médicament, il devient aujourd'hui l'homme du traitement, le professionnel de santé le plus à même d'optimiser le parcours de soins du patient dans sa prise en charge médicamenteuse. Merci à tous les deux. Merci à toi pour nous avoir donné l'occasion d'échanger dans des beaux locaux et dans des conditions presque idéales.